Bonjour Sylvain, Bonjour Déborah. je suis ravie de t'accueillir pour ce nouvel épisode ensemble. On mettra les liens pour ceux qui te découvrent aujourd'hui ou qui veulent découvrir d'autres épisodes justement autour de la sobriété, de l'alcool, de comment arrêter, de la dépendance, de pourquoi on se met à l'alcool, on arrête l'alcool, etc. Aujourd'hui, j'ai envie plutôt d'arriver en profondeur directement sur ton positionnement. En gros, qui sont tes clients? J'ai envie de dire, tu accompagnes principalement des chefs d'entreprise, des entrepreneurs comme nous, comme moi, des cadres. Mais pourquoi tu as décidé de les accompagner, cette cible? En fait, c'est pas moi qui choisis, c'est eux qui viennent directement vers moi parce qu'ils voient bien que j'ai été chef d'entreprise, je le suis toujours d'ailleurs, j'étais cadre, employé aussi avec des responsabilités. Donc ils s'identifient plus facilement à moi en fait. Et ce que je dis leur parle parce qu'ils le vivent et ils voient bien que je l'ai vécu. Mais ce qui n'empêche pas d'accompagner d'autres personnes autres qu'entrepreneurs et cadres. Bien sûr, on accompagne toutes sortes de personnes, hein, des retraités, des employés, des personnes sans emploi. Alors, on accompagne toutes sortes de personnes, mais c'est vrai que les personnes qui me ressemblent ont plus tendance à venir me contacter. Oui, parce qu'en fait, le sujet justement de l'arrêt de l'alcool, d'ailleurs un peu comme l'arrêt du tabac, ça touche tout le monde. On est de quoi? Alors, j'ai envie de dire 18 ans quand même, c'est la mise. 18 voire 100 ans, j'ai envie de dire. Ça touche tout le monde, on est d'accord. Ça touche tout le monde. Alors, sachant que le niveau de réalisation du problème est plus à partir de 40 ans. Donc, c'est vrai que les D'accord. clients qu'on accompagne, les personnes qu'on accompagne, ont généralement plus de 40 ans. Donc, on a quelques personnes qui ont 35, 36 ans, mais la plupart, c'est plus de 40 ans et ça va jusqu'à, on accompagne des personnes jusqu'à 84 ans aujourd'hui. Parce que c'est une prise de conscience à 40 ans, parce que c'est plutôt dans cette moyenne-là où on a un peu d'argent de côté, on a une vie active professionnellement et personnellement, c'est pourquoi? Pour les deux, en effet, déjà, on s'aperçoit qu'on a un problème, souvent après 40 ans, parce que on- c'est beaucoup plus dur de se relever d'une cuite, déjà, donc ça dure un peu plus longtemps, on s'aperçoit que ça nous prend plus d'énergie, on dort mal aussi, depuis des années on dort mal, donc on n'est pas en forme, on n'est pas efficace au travail, on n'a pas les promotions qu'on veut, ça nous passe sous le nez, on n'a pas des fois des clients qu'on veut, on n'est pas efficace, on sent qu'on n'est pas à 100%. Et donc là, on réalise en effet qu'il y a un problème. Et puis, comme tu l'as dit, il faut, comme c'est un investissement, quand on se fait accompagner, il faut déjà avoir une situation professionnelle et un peu d'épargne, en effet. Donc, en effet, à partir de 40 ans, on a une prise de conscience, on n'est généralement plus dans le déni, on se rend compte qu'on a un problème, et puis on est prêt à investir aussi en nous, c'est-à-dire au lieu de mettre l'argent dans quelque chose qui nous détruit, on préfère l'investir dans un coaching, un accompagnement, par exemple, pour se sortir de cette situation et redevenir libre totalement, quoi. Qu'est-ce qui différencie un dirigeant face à l'alcool par rapport à d'autres profils? Qu'est-ce qui différencie? En fait, le dirigeant, souvent, c'est lui qui gère son temps. Donc, il pourrait boire à n'importe quelle heure de la journée, s'il le souhaitait. Il pourrait partir l'après-midi et puis aller boire. Il pourrait faire ce qu'il veut. Et en même temps, il a beaucoup de pression. Donc, que ce soit au niveau professionnel qu'au niveau personnel, parce qu'il fait souvent des horaires très importants, des grosses journées. Et donc, le soir, quand il rentre, il a aussi sa vie de famille. Donc, c'est pas toujours évident de cumuler les deux. Et donc, ça fait beaucoup de pression au niveau boulot, au niveau personnel. Et il a tendance souvent, ou elle a tendance à chercher à réconfort, en tout cas à décompresser avec l'alcool. Mm. Comme je le faisais moi, j'ai commencé comme ça. Pour moi, c'était un anxiolytique, hein. C'était l'automédication. Je croyais que ça me permettait de décompresser, alors qu'on sait tous qu'en fait, ça fait l'inverse. Mais sur le coup, je le croyais. Oui, puis il y a l'aspect culturel aussi. On pense que l'alcool apporte des polyphénols, que c'est bien, que c'est rassurant, que c'est d'être adulte aussi. Je fais le parallèle avec les 40 ans versus 20 ans. C'est aussi ça qu'on croit. Ah oui, complètement. L'environnement, la culture française fait que l'alcool est vraiment présent, que ce soit avec le vin, le champagne ou les alcools forts. Toutes les occasions sont bonnes pour boire. Et en effet, c'est un passage, c'est un rite, c'est un passage, hein, de l'âge adolescent, on va dire, à l'âge adulte. Si on boit, on devient adulte. Et à partir de là, on voit nos parents, on voit les gens autour de nous qui boivent. On se dit, j'ai envie d'être adulte, donc j'ai envie de boire pour montrer que je suis adulte, quoi. Ouais. Est-ce qu'il y a une notion aussi de réussite professionnelle versus on consomme plus d'alcool? Je parle pas forcément de pauvres riches, attention pour Hein. rentrer dans les clichés, mais est-ce qu'il y a aussi cette notion-là? C'est très juste, très juste. C'est-à-dire que si on pense à la réussite professionnelle, on pense au champagne tout de suite. Donc, si on réussit professionnellement, on se dit qu'on va pouvoir boire du champagne tout le temps, qu'on boira des très bons vins, des très bons whisky, des très bons alcools. Donc, c'est très, très lié en effet, dans, dans l'imaginaire collectif, on voit tout de suite la personne qui a de l'argent avec du champagne, avec des verres de vin très chers,
Donc oui, oui, c'est très ancré. C'est quoi les signaux un peu de faiblesse que tu vois dans les profils des entrepreneurs ou des cadres? Comment tu arrives à détecter, par exemple, aujourd'hui, des personnes nous écoutent, ils ont une soirée ce Mmh. soir ou Mmh. dans la semaine et ils disent: «Bah tiens, il y a un groupe de personnes, pour du pro ou du perso, comment je vais pouvoir aller, comprendre les personnes qui sont déjà à risque?» Alors les signaux d'alerte, ça va être, de pas pouvoir, passer une soirée ou un week-end sans boire quelque chose. C'est-à-dire, on est invité à un after work ou à un événement professionnel et pour s'intégrer au groupe, bah, on a besoin de boire et on se dit que si on ne boit pas, ça va poser un problème vis-à-vis du groupe, qu'on va pas se sentir inclus ou qu'on va pas être bien. À ce moment-là, oui, il y a déjà un problème. J'ai entendu dire que souvent on parle d'alcool mondain. Oui. C'est un mythe, c'est une réalité et pourquoi? Alors c'est pas un mythe du tout, hein, c'est vraiment une réalité puisque, beaucoup de personnes, souffrent de dépendance à l'alcool mondain en effet. C'est qu'elles vont aller à différents événements dans la semaine, voire provoquer des événements, soit aller à des événements justement parce qu'elles pourront boire. Parce qu'en fait, bah, c'est tout à fait naturel de boire avec les autres et on n'a pas de culpabilité souvent. On se dit, «C'est pour s'intégrer, c'est pour participer». Et en effet, ça vient aussi du fait que quand on est dans un groupe qu'on ne connaît pas, où on n'est pas tout à fait à l'aise, bah, c'est beaucoup plus facile de boire un coup puisque ça désinhibe. Donc très rapidement, on est désinhibé, on va vers les autres et tout se passe bien. Et on prend cette habitude petit à petit, puisqu'on ne teste jamais cette situation sans boire quelque chose. Et donc on ne sait pas qu'on est capable de gérer cette situation autrement. Et quand on arrête de boire, bah, au début c'est un peu déstabilisant parce que le premier quart d'heure, on n'est pas tout à fait à l'aise, faut le dire. Mais à force, on s'aperçoit qu'on gère très bien les choses et qu'on n'a pas besoin de boire. Et comment on gère ça, par exemple, si notre travail est commercial, Mmh. entrepreneur, souvent dans les événements ou dans la rencontre de personnes, comment on arrive justement à ne pas, tomber dans l'extrême? Parce que peut-être qu'au début, on boit de temps en temps et finalement, par l'environnement mondain, événementiel et cetera, on arrive à une accumulation trop fréquente. Comment Heu, on fait, Comment on fait? Bah, il faut déjà s'en rendre compte. Faut se rendre compte que ça peut être un problème ou qu'il y a un problème et puis à partir de là, bah, ne pas boire tout simplement. Alors c'est facile à dire, hein, oui, c'est facile à oui. dire, mais bon après il faut trouver des solutions justement pour se faire accompagner ou ne pas le faire seul en tout cas, que ça soit par différents moyens, hein, les addictologues, les cures ou du coaching comme nous on fait, nous faisons, hein. Mais en tout cas, faut se rendre compte déjà que ça peut être un problème et puis, bah, il y a plusieurs choses qui peuvent arriver. C'est-à-dire que le mieux, c'est de décider ce qu'on va boire. C'est-à-dire, Mmh. on arrive, hop, on va se servir tout de suite au buffet une boisson qui nous plaît, qui n'est pas alcoolisée, et comme ça, on a toujours un verre à la main. Souvent, la crainte, c'est de se dire, voilà, on n'a pas de verre, quelqu'un va arriver, bah, tu bois un coup, hop, on nous donne un verre d'office dans la main, du champagne, du vin, et on n'ose pas dire non. Mmh. Parce qu'on veut faire partie du groupe, encore cet instinct grégaire, ou si on ne fait pas partie du groupe, bah, on va se faire virer de la grotte et on sera tout seul dehors avec les dinosaures. Donc on a toujours cette idée, il faut que je fasse partie du groupe, il faut que je m'intègre. Ouais. Donc si je dis non ou si je dis que je ne bois pas, bah, je vais me faire virer. Alors en fait, pas du tout. On s'aperçoit, et c'est pour ça qu'en pratiquant le fait de ne pas boire, on s'aperçoit que en fait, les gens, ça les intéresse pas ce qu'on boit. Ce qui les intéresse, c'est eux, ce que boivent eux, ce qu'ils boivent, Mmh. mais ce qu'on boit, ça les intéresse pas. Pourquoi? Pourquoi? Parce Parce que que en c'est fait, juste parce ça les intéresse pas parce que chacun est le héros de sa propre vie ouais. et nous, on n'est que des figurants dans la vie des autres et en fait, on s'aperçoit que, quand, on dit qu'on ne boit pas ou qu'on est bien avec ce qu'on a, bah, les gens passent à autre chose parce que c'est complètement anecdotique pour eux et Mmh. nous, dans notre tête, on a cette conception, on se dit: «Bah, non, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Oh là là, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi?» Mais en fait, ça les intéresse pas du tout. Mmh. Ça, c'est dans notre tête à nous, hein, c'est notre perception, hein. Là, on parlait de l'alcool mondain, des événementiels. Est-ce qu'il y a des personnes qui boivent le soir, tout seul, ou c'est souvent en communauté qu'on commence à vraiment aller accentuer notre consommation, ou on peut aussi avoir une consommation un peu solitaire? Alors nous, les personnes qu'on accompagne, généralement sont passées par différentes phases. Elles ont Oui, commencé, bah, avec l'alcool festif et puis petit à petit, l'alcool festif s'est transformé en alcool solitaire. d'accord. Ça, C'est dans ce c'est sens-là en général. dans ce sens-là. C'est-à-dire, c'est vraiment le principe de l'addiction. On a même beaucoup de personnes, en fait, qui ne boivent pas du tout quand ils sont en communauté. C'est-à-dire, les gens autour d'eux pensent qu'ils ne boivent pas.
C'est-à-dire, c'est eux qui font le SAM, c'est eux qui ramènent tout le monde, D'accord. c'est eux qui sont super, qui disent juste un verre comme ça. Et en fait, parce que ça les intéresse pas de boire en société ou avec les gens, parce que ça n'a pas d'intérêt pour eux. Ce qui est intéressant pour eux, et j'en ai fait partie, donc je le sais, c'est-à-dire que c'est de boire seul comme on veut. Quand on a des problèmes d'alcool, les autres ne boivent pas assez vite pour nous. C'est-à-dire que on va être en face de quelqu'un et son verre est toujours pas vide, nous le nôtre il est vide. On est vraiment impatient, on n'a qu'une envie, c'est qu'il finisse son verre, qu'on puisse resservir tout le monde. Et en fait, des fois on n'ose pas. Et c'est très frustrant. Donc on préfère ne pas boire, et puis soit on boit avant, soit on boit après. Beaucoup de personnes, en effet, vont boire quelques verres avant d'aller à un événement pour être dans l'état où ils veulent être, mais sans montrer qu'ils vont boire sur place. Est-ce que c'est plus fréquent chez les entrepreneurs, les dirigeants, ou finalement cette attitude que tu décris est aussi courant on va dire, une personne lambda qui n'est pas forcément dirigeant ou cadre? Ah, il n'y a pas de règle, en fait, Ok. en effet, c'est pour tout le monde. Voilà. Il se trouve qu'on accompagne plus de dirigeants et de chefs d'entreprise et de cadres parce que ils s'identifient à moi, mais toutes les personnes qu'on accompagne, on est en fait dans la même chose, c'est-à-dire Ouais. que généralement on passe par le festif et après on va vers le solitaire. Alors tout le monde ne boit pas que le soir, mais on va dire que la majorité des gens ont ce problème-là le soir en rentrant du boulot. Ça fait une coupure, un rituel. Oui. C'est mon moment à moi où je vais me détendre, décompresser avant de passer à la partie familiale ou les loisirs ou en tout cas être chez moi, quoi. Est-ce que ça touche plus de femmes que d'hommes ou pas vraiment en 2026? Alors, en 2026, c'est très intéressant parce que les statistiques montrent qu'il y a plus de femmes qui boivent qu'avant. Ouais. Alors, en France, il y a moins de consommation d'alcool, mais à contrario, il y a plus de femmes qui boivent. Alors, c'est aussi compréhensible parce que les femmes sont dans le marché du travail depuis des années. L'égalité homme-femme est Ouais. de plus en plus présente. Et puis, il y a la deuxième journée, hein, la charge mentale des femmes qui est souvent plus importante que les hommes, malheureusement, qui fait qu'elles doivent gérer le côté professionnel et le soir, le côté familial et s'occuper de tout, des enfants et aussi souvent du mari. Donc, ça met beaucoup de pression déjà. Et puis, donc, on a beaucoup, nous, parmi les personnes qu'on accompagne, on a une majorité de femmes. On doit être à 60-65% de femmes. Et on l'explique aussi par le fait que c'est beaucoup plus stigmatisant dans notre culture. Mm. C'est-à-dire un homme qui boit, souvent c'est un bon vivant. Bon, il exagère un peu, mais bon, voilà, c'est un bon vivant. Une femme qui boit, bah, tout de suite, dans notre culture, c'est moche, quoi. Donc il y a beaucoup plus de pression, c'est beaucoup plus dur, et donc les femmes se cachent beaucoup plus que les hommes pour boire. Et souvent, on n'imagine pas qu'elles boivent, mais en fait, elles boivent, ouais. Donc c'est venu aussi avec l'évolution de l'égalité, enfin des droits des femmes, C'est le ça. fait qu'elles deviennent actives. Donc il y a quand même ce facteur activité professionnelle qui peut être déclencheur ou Ah, accentué. complètement. Ah oui, complètement, ouais, Ouais. ouais, complètement. Exactement, parce qu'il Ouais. y a un moment, quand on a trop de pression, on a besoin de s'évader. Et si on n'a pas la bonne méthode, ben on va penser que l'alcool est la bonne méthode. C'est ce qui m'est arrivé. Moi, j'ai commencé à boire naturellement, sans penser à mal. C'était juste pour me détendre après une grosse journée de boulot, quoi. Ouais. Donc il y a quand même le facteur stress, Ouais, évacuation du stress c'est qui ça. est là. Mm. Parce que c'est quoi le déclenchement? Pourquoi on boit? C'est pas que parce qu'on aime le goût. On va quand même se le dire. C'est très bon l'alcool, mais c'est pas aussi bon que peut-être du chocolat ou de la glace ou de la pizza. Alors souvent on boit pour l'effet, hein, on commence à Ouais. boire pour l'effet, pas tant pour le goût. Voilà. Après, ça peut être aussi pour le goût. Alors pourquoi on boit? C'est intéressant parce qu'il y a plein de raisons pour lesquelles on va avoir des problèmes d'alcool. Il y a plein de raisons, ok. Et nous, on va travailler avec les personnes qu'on accompagne, non pas sur les raisons qui ont provoqué ces problèmes d'alcool, mais plutôt sur comment sortir du problème d'alcool. Donc, c'est-à-dire pas pourquoi on boit ou pourquoi on a commencé à boire, mais pourquoi, en 2 mots, Oui. on boit. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on recherche quand on boit? Quel est le but? Quel est l'objectif quand on boit? Est-ce que c'est le goût? Est-ce que c'est pour s'anesthésier? Est-ce que c'est pour oublier? Est-ce que c'est pour passer le temps? Est-ce que c'est pour dormir? Est-ce que c'est pour se calmer? Donc il y a plein de raisons qui vont faire qu'on va boire. Donc ça, c'est important à comprendre. Souvent, les psychologues vont régler la partie avant, c'est-à-dire le passé, l'enfance, les traumatismes qu'on a pu avoir, donc les raisons pour lesquelles on boit. Et nous, on va travailler sur le présent afin de sortir de l'addiction. Parce qu'on considère que pour travailler sur le passé, il faut déjà avoir l'esprit clair. Oui. Donc déjà sortir de l'addiction, et une fois qu'on a l'esprit clair, qu'on est sobre, là après on peut en effet aller en psychothérapie ou faire d'autres méthodes
pour travailler les raisons qui nous ont poussés à rentrer dans cette addiction. Souvent, j'ai pu entendre dire, ou des personnes qui m'ont raconté, qu'un entrepreneur ou une entrepreneuse lui a dit: «Mais de toute façon, tu bois forcément un verre. C'est logique, tu es adulte, c'est bon, l'alcool, ça va te faire du bien». Ça, j'imagine que toutes les personnes que tu accompagnes l'ont déjà entendu. Ah oui, tout à fait. En fait, elles se retrouvent entourées souvent de personnes qui boivent, en fait. Et en arrêtant de boire, pour elles, c'est difficile parce elles se disent qu'elles vont être exclues, en effet. On l'a déjà dit, hein, c'est-à-dire que l'effet de groupe. Mais en fait, on pense que tout le monde boit, mais en fait, tout le monde ne boit pas déjà. Il y a des personnes qui ne boivent pas. Mais quand on boit à un certain niveau, qu'on a des problèmes d'alcool, quand on a des problèmes d'alcool, on ne voit pas les personnes qui ne boivent pas. En fait, on les calcule pas. Mmh. Et un fait très étonnant, c'est-à-dire que quand on arrête de boire complètement, eh ben on s'aperçoit que beaucoup de personnes autour de nous ne boivent pas beaucoup. Ils boivent, mais pas énormément. Alors que quand on buvait, on pensait qu'elles buvaient comme nous, avec Mmh. le même niveau, la même quantité, etc. Donc c'est très étonnant. En fait, c'est pas que les gens autour de nous arrêtent de boire quand on arrête de boire, c'est juste qu'on s'aperçoit qu'elles ne buvaient pas tant que ça. Et la norme, même s'il n'y a pas de norme, hein, parce que finalement, si tu écoutes certains experts de santé, il faudrait même pas à peine boire un verre, voire un verre par semaine. D'autres diraient bah, un verre tous les soirs, c'est OK. C'est quoi pour toi, en tant que coach, le juste milieu? Il n'y a pas de juste milieu, c'est-à-dire que l'OMS est très clair là-dessus. Il y a 0 dose qui est acceptable, c'est-à-dire que dès le premier verre d'alcool, c'est un poison. Donc il n'y a même pas à tergiverser là-dessus. Alors en France, bien sûr, les lobbies ont fait qu'il fallait modérer, donc ils ont dit il faut modérer. Donc à partir de là, on dit bah, il ne faut pas plus de 10 doses par semaine, donc un verre par jour ou pas plus de 2 verres, etc. Mais ça, c'est une histoire de commerce, d'industrie, et voilà, c'est des lobbies. Mais l'OMS, il n'y a pas de lobby, et l'OMS le dit, c'est dès le premier verre, vous êtes en danger. Donc à Ouais. partir de là, il n'y a pas à se poser de questions. Et c'est fou parce que on dirait presque en entendant que il y a quand même plus de côté négatif que de positif de l'alcool. Et pourtant, c'est quand même une habitude classique et même glorifiée dans notre culture. Ah oui, complètement, c'est glorifié. Alors, oui, il y a plein d'inconvénients. Il y a aussi des avantages, c'est-à-dire que ça permet aussi souvent au départ de se De désinhiber, lâcher donc prise, de ouais. lâcher prise, et puis de supporter des fois des choses insupportables. Ouais. Et souvent on s'aperçoit que quand on boit, c'est pour supporter des choses insupportables. Et quand on arrête de boire, on s'aperçoit que ces choses-là étaient insupportables, et donc on fait en sorte qu'elles disparaissent de nos vies ou qu'on les règle. Parce que petit à petit, en fait, l'alcool fait qu'on va vivre une vie qui ne nous plaît pas, on n'est pas aligné avec, et on va dire, bah oui, je bois parce que j'ai cette vie. Mais en fait, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire on a cette vie parce que l'alcool nous permet de supporter cette vie. Ouais. Alors je parle de l'alcool, ça peut être d'autres drogues, hein, il y a pas Ouais. que l'alcool, parce que l'alcool est une drogue, hein, de toute façon. Donc ça, En c'est pas libre moi, service, c'est mais en libre service, c'est pas moi qui le dis, c'est un ouais, fait ouais. reconnu. Donc le fait de supporter l'insupportable, ça c'est très important. Et c'est quand on accompagne les personnes, nos clients, c'est vraiment un point important parce qu'elles se rendent compte qu'il y a des choses à changer dans leur vie, quoi. C'est pas seulement arrêter de boire. Quand on arrête de boire, c'est pas comme quand on arrête de fumer. Quand on arrête de boire, on change vraiment notre vie. Il y a un avant et un après. Et ça fait beaucoup de bouleversements. Donc, il faut être prêt aussi à ça. Plus que la cigarette. Plus que la cigarette. C'est-à-dire Ouais. que quand on arrête de boire, ben voilà, on peut réfléchir à notre vie, voir si on est aligné avec qui on veut être, avec qui on est. Qu'est-ce qu'on Mm. fait dans la vie? Donc, souvent, quand on arrête de boire, ben, il y a des changements. C'est-à-dire au niveau professionnel, au niveau personnel. On va déjà être plus proche de nos proches, de notre famille, de nos enfants, des personnes. Et puis, on va être plus efficace au boulot. Et puis, peut-être qu'on va s'apercevoir qu'en fait, on s'ennuyait au boulot. Et qu'on buvait aussi pour ça. Donc, Ouais. qu'est-ce que ça veut dire? Bah, maintenant qu'on ne boit plus, on a l'énergie, on a la motivation, bah, pour changer de boulot, tout simplement, ou le faire évoluer, Ouais. ou faire ce qu'il faut. Et pareil au niveau personnel. L'énergie qu'on n'avait pas avant, bah, là, on l'a. Et à partir de là, bah, on fait les changements qu'il faut, quoi. Donc finalement, quand on arrête l'alcool, limite, ça met en éveil des problématiques personnelles, professionnelles, Oui. auxquelles on ne pensait pas. Enfin là, on touche du doigt, enfin moi je t'entends parler, et un aspect presque thérapeutique, de se dire, ah oui, derrière, en fait, c'est pas que ça, mais derrière, il y a beaucoup de choses qui vont peut-être émerger, et c'est plutôt bon signe, c'est juste qu'il faut être prêt aussi à le voir. Ah, il faut être prêt à le voir. En fait, l'alcool, c'est un symptôme, hein. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, de toute façon. Donc, si on boit de l'alcool en grande quantité, c'est qu'on veut échapper à quelque chose.
Donc que ce soit à l'ennui, à des problèmes ou Ouais. peu importe, à des relations où on n'est pas heureux. Et le fait d'arrêter, bah, ça nous oblige aussi à régler ces problèmes. Mais ça nous donne aussi les moyens de les régler, puisqu'on a l'esprit Ouais. clair, on a la motivation, l'énergie, et puis on n'a plus cette procrastination permanente qu'on a et qui est générée par l'alcool en fait. Ouais. Et puis comme on n'a plus non plus cette anxiété qui est générée par l'alcool, bien sûr, parce que l'alcool est un dépresseur, il faut le rappeler, l'alcool est un dépresseur. C'est pas un Et antidépresseur, certains, c'est un dépresseur. certains le prennent comme Oui, antidépresseur. exactement. Et Ouais. donc, ce qu'on ne comprend pas, c'est que quand on boit l'alcool, les jours qui suivent, on est en état de dépression. Alors, Mm. pendant 1 heure, on est tout guéri, tout va bien, on oublie tout. Mais après, ça accentue la dépression. Et la nuit, on se réveille, ça cogite, etc. Quand on arrête de boire, ben, on dort bien et on n'a plus cette dépression et cette anxiété. Ce qui fait qu'on peut affronter les problèmes beaucoup plus facilement et prendre du recul. Et ce qui nous paraissait des problèmes insurmontables, en fait, quand on a l'esprit clair, bah, en fait, on se dit, bah oui, je vais faire ça, 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 et j'ai les règles, point barre. Mm. Moi, quand j'ai arrêté de boire, j'ai fait une rupture conventionnelle, j'ai recréé une entreprise, parce qu'à l'époque, j'étais redevenu cadre, employé. J'ai recréé d'autres entreprises, j'ai déménagé à 6000 km d'où j'étais, j'ai investi dans l'immobilier, j'ai fait plein de trucs. Et ça, j'en étais pas capable quand je consommais, parce que j'étais fonctionnel toute la journée, je ratais jamais une journée de boulot, j'étais à fond toute la journée, mais seulement j'avais pas l'énergie à côté pour réfléchir à mes problèmes et à mes projets surtout. Oui. Ouais, donc presque l'alcool te met dans un état second où tu n'es pas vraiment ancré dans cette réalité, quoi. Exactement, c'est-à-dire que tu te mets de côté de la vie en fait, c'est-à-dire que Mm. tu te mets à côté et tu t'anesthésies, c'est comme si tu avais du coton autour de toi. Oui, ça fait du bien sur le moment, mais en fait, bah, le temps passe et tu t'aperçois que bah, tu fais rien de ta vie, quoi. Et les personnes qui te disent, qui ont peut-être déjà dit ou que tu as entendu, non, mais c'est bon, je veux me faire plaisir de temps en temps, faut pas du tout arrêter l'alcool. Tu leur dirais quoi? Je leur dis chacun fait comme il veut. Mais ce qui se passe, c'est que quand on a des problèmes d'alcool, quand on a atteint un certain niveau, comme je l'ai fait, quand on passe un certain cap, on ne peut pas revenir en arrière. La chimie du cerveau fait que les schémas neuronaux sont faits, et on ne peut pas revenir en arrière. C'est-à-dire que la modération ne fonctionne pas. Donc on ne pourra pas, si on se dit, bah, tiens, je vais boire un coup au mariage de ma fille, non, tu ne pourras Ouais. pas boire un coup au mariage de ta fille. Si tu rebois, ça reprendra comme c'était. On arrête 1 an, 10 ans, 20 ans. Si on reboit, on revient à la consommation du moment où on s'était arrêté. Ok. Donc ça ne fonctionne pas. Après, notre façon d'accompagner les personnes qu'on accompagne, donc nos clients, c'est qu'ils n'ont plus envie de boire. Et quand on n'a plus envie de boire, la modération, c'est plus une question, puisqu'on n'a pas envie de boire un verre. Donc pourquoi on se dirait je vais boire qu'un verre ou deux, puisque de toute façon, j'ai pas envie de boire un verre. Ouais. Donc, en fait, ce qui est important, c'est que souvent, on imagine qu'on ne va pas boire de toute sa vie. Donc, on fait un deuil, et c'est terrible. C'est-à-dire, on voit le sommet de la montagne, on se dit, oh là, il faut que j'aille tout là-haut. Nous, on travaille jour après jour, et on regarde devant nous, et on avance. Et on s'aperçoit que si on ne se met pas la pression, bah, on n'a plus envie de boire, et à partir de là, on l'oublie, quoi. Totalement. Mm. Ça paraît insensé pour des personnes de dire je ne bois plus du tout de ma vie, ou tu vois, c'est comme je ne mange plus d'un certain aliment, etc. Alors qu'en fait, le corps aime bien remplacer les habitudes. Donc si tu remplaces par autre chose, bon, bien sûr, on ne tombe pas dans l'addiction de boire que des sodas parce que c'est Non, sucré, non, bien sûr. encore une fois, parce que bon, qui dit addiction dit une autre addiction. Mais effectivement, ça va être de switcher, de reprendre des nouvelles habitudes. C'est ça, on change les habitudes. On change les habitudes, ça c'est super important. Donc même on bouleverse les habitudes, ce qui fait qu'on change les automatismes et on va changer non seulement le rituel, mais aussi les moyens de satisfaire notre cerveau de telle façon qu'il y a de la dopamine qui arrive naturellement et non pas artificiellement. Mm. Est-ce que les personnes qui boivent, attention à une consommation excessive, hein, c'est Ouais. pas un verre pour l'anniversaire de Tata Rachel, se sentent seuls finalement? Est-ce qu'il y a cette notion de solitude chez eux? Il y a beaucoup de solitude, en effet. Alors, soit c'est la cause, ça peut être la Ouais. cause aussi, pourquoi on boit, parce qu'il y a la solitude, et donc on se sent seul. Et puis, quand on boit, oui, on s'isole. Naturellement, avec le temps, on s'isole, puisqu'on boit de plus en plus seul. Pourtant, l'alcool est festif. C'est ça qui est dingue. Et oui, l'alcool est festif, tout à fait, Mm. mais quand on a des problèmes d'alcool, bah déjà, on préfère boire seul, et puis on boit en grande quantité. Donc, même quand c'est festif, on n'est pas vraiment dans l'instant présent, quoi. On n'interagit pas avec nos proches comme on pourrait le faire quand on ne boit pas, quoi. Ouais. Tu as accompagné énormément d'entrepreneurs, de cadres, de dirigeants. Est-ce qu'ils ont tous ce sentiment de honte? Ah, toujours la honte est très présente Ouais. quand on boit.
La honte est très présente quand on boit. Quand on a des problèmes d'alcool, on culpabilise énormément parce on n'est pas nous-mêmes déjà. Alors pour notre famille, pour nos enfants, on n'est pas à 100%. Déjà, des fois, on est irritable, on n'est pas tout à fait là. On n'a qu'une envie. C'est par exemple quand on a des jeunes enfants, on n'a qu'une envie, c'est de les coucher vite Mm. pour pouvoir boire un coup. Donc, on fait des choses qu'on ne voudrait pas faire, quoi. Et à côté de ça, bah, faut tout gérer. C'est-à-dire, faut acheter l'alcool. Des fois, on se cache. On veut pas que la famille le voie. Mm. Faut le stocker. Faut boire. On n'est pas toujours à l'aise pour boire devant sa famille. Ensuite, bah, faut évacuer les bouteilles. Ensuite, bah, L'épreuve du crime. l'épreuve du crime, exactement. Ensuite, bah, si on n'est pas bien, bah, on va beaucoup dormir le week-end, on va en faire la sieste, le matin, on va pas être en forme, etc. Donc, tout ce temps qu'on aurait pu passer avec sa famille ou ses proches, ou même au boulot, ou pour développer son business, bah, on le fait pas. Donc, on culpabilise énormément parce qu'on n'est pas capable de contrôler cette partie de notre vie. Parce que souvent, quand on a une entreprise ou qu'on est dirigeant d'une grosse entreprise, bah, on contrôle beaucoup de choses. On a le pouvoir, c'est-à-dire on est capable, on est arrivé à ce niveau-là, Ouais. on est capable de faire beaucoup de choses dans notre vie. Et cette partie-là de notre vie, c'est l'alcool, on n'arrive pas à le contrôler. Donc c'est vraiment très déstabilisant. Il y a presque un paradoxe qui vient entre la réussite professionnelle, souvent des grands chefs d'entreprise, hommes ou femmes, peu Ouais. importe, qui sont respectés, qui sont honorés, qui sont admirés, et en fait finalement qui se sentent seuls dans leur quotidien en privé. Exactement, quand on boit, on se sent seul parce qu'il y a une différence entre la vision qu'ont les autres de notre vie et de notre réussite professionnelle et ce qu'on vit à l'intérieur. Ouais. C'est-à-dire, il y a vraiment des fois un écart, mais monumental. C'est-à-dire que pour tout le monde, on a réussi, on est au top. Et puis en fait, dans notre tête, c'est le chaos parce que justement, on n'est pas bien. On boit, on montre une image. En fait, on joue la comédie. Hein, on montre une image qui est géniale où tout va bien. On boit du champagne, on fait la fête, voilà. Mais en fait, on n'est pas dans notre tête. Et le matin, on a beau dire tout va bien, voilà, on a la gueule de bois, on n'est pas bien, on est malade, on n'est pas en forme, et puis on culpabilise énormément. Donc il y a vraiment la vision qu'ont les autres de nous, et puis ce qui se passe dans notre tête. Et ça veut dire aussi que nous, quand on voit les gens autour de nous qui ont réussi, on se dit comment ils font, quoi. On est jaloux, parce qu'ils ont réussi, tout va bien, et nous, on sait qu'on n'est pas bien à l'intérieur, mais ce qu'on ne sait pas, c'est que si ça se trouve, eux, c'est la même chose. Ils sont dans la même situation que nous. Est-ce que tu as déjà entendu des clients te dire mon fils a honte de moi, ma femme elle me voit comme un déchet, tu vois, c'est des phrases que j'ai déjà entendues, ou alors regarde mon collaborateur, mon associé me dit que je suis un peu irritable ou agaçant. Est-ce que tu as déjà entendu ça et qu'est-ce que ça provoque chez eux? Ah oui, oui, quand on boit, souvent nos proches nous le reprochent d'une façon directe ou indirecte. Oui, en effet, ils peuvent nous dire bah, qu'on n'est pas assez là ou alors qu'on est bizarre. L'autre fois, j'ai un client qui me disait son fils lui avait dit qu'il était bizarre quand il buvait. Et ça l'avait beaucoup marqué. Et parce qu'il veut pas être comme ça, quoi. C'est pas lui. Mm. Il veut vraiment donner l'exemple à son fils et puis être vraiment lui, quoi. Oui, parce qu'on est souvent on est plus irritable. On est plus irritable, on n'est pas nous-mêmes, donc on prend pas les bonnes décisions. On n'est pas, on est bizarre, on est différent. Et les gens qui ne savent pas qu'on boit peuvent se poser des questions parce qu'ils savent pas spécialement que c'est à cause de ça. Hein. Donc des fois on peut être entre parenthèses bipolaire. Voilà, je suis pas médecin, mais en tout cas on peut avoir des façons de Ouais. réagir qui sont différentes. Les jours où on a bu, les jours où on n'a pas bu, les jours où on n'a pas dormi de la nuit parce qu'on avait bu et qu'on était très anxieux. Donc ça a vraiment des conséquences très importantes et souvent, si on nous en parle, en tout cas si on nous le reproche, souvent on va mal le prendre. Merci Sylvain, et ben, au plaisir de te retrouver pour un prochain épisode. Et puis si les personnes ont des questions, ils te contactent dans la description ou sur ton site internet.